Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, nouvelle vidéo et un nouveau débrief bien sûr de Ligue des Champions. Hier soir, l'Atalanta est tombé à domicile contre le Real Madrid, victoire des Madrilènes à Bergame 1-0. Et c'est un match sur lequel il y a pas mal de choses à dire, pas nécessairement le match le plus effusif et le plus réjouissant visuellement, mais un match sur lequel on peut illuminer plusieurs choses. La première étant bien sûr celle qui est au cœur de tous les débats aujourd'hui, le tournant du match, le fait qu'au bout de 17 minutes, le Real Madrid se retrouve en supériorité numérique, expulsion de Remo Freuler, match à 11 contre 10 sur 80% du temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ça? Est-ce qu'il y avait véritablement carton rouge? Voilà. Pour moi, le but, c'est de revenir dans un premier temps là-dessus et après on parlera de trois autres trucs. Alors ce débat, ce tournant immédiat, est-ce qu'il y avait rouge? Personnellement, je dirais que je me considère parmi ceux qui pensent que c'est quand même une décision un peu sévère. Il y a des arguments dans les deux sens et on va les évoquer. Mais pour faire tout ça, un petit retour sur l'image quand même, c'est mieux. Ici, ce qu'on voit, c'est que Ferland Mendy a profité du marquage individuel de l'Atalanta pour s'engouffrer dans le demi-espace gauche déserté. Et grâce à une poussée de balle bien sentie, il élimine Remo Freuler qui fait faute aux 20 mètres. Alors, comme je vous ai dit, personnellement, je trouve ça plutôt du côté sévère que du côté juste. Il y a plusieurs raisons à ça. Le fait notamment que Freuler n'est pas le dernier défenseur. Il y a Jim City qui est théoriquement plus bas, qui est sur une ligne plus basse. Il ne peut pas revenir sur Mendy, c'est vrai, mais il couvre la solution de base pour Asensio qui lui garantirait le but. Si on enlève Jim City, ok, c'est une situation différente, mais là, je sais pas. Donc, il n'y a pas non plus but garanti à 100%, il n'y aurait pas un 2 contre 0 ou 2 contre 1, Ferland Mendy et Asensio contre le gardien de but, un décalage évident à faire sur Asensio. Il y a effectivement une situation de frappe pour Ferland Mendy, on va y revenir, mais la présence de Jim City, on va dire, c'est quand même un argument dans la colonne des moins pour ce carton rouge. Il y a d'autres choses aussi, le fait que ce soit quand même plutôt un contact latéral entre Mendy et Freuler. On n'a pas Freuler qui le fauche par derrière ou qui le retiendrait par son maillot. Il y a pour moi volonté de jouer le ballon. Et malgré la faute, il n'y a pas de choc violent ou brutal non plus. Ce qu'on peut dire en revanche, ce qui a peut-être conforté l'arbitre dans sa décision, ce qui pourrait le conforter dans sa décision, c'est s'il estime qu'il y avait dans cette intervention un peu de registre d'anti-jeu. Et c'est vrai que, alors il y a la faute en bas, indiscutable, ce contact qui déséquilibre Ferland Mendy. Il y a aussi quand même un petit mouvement de bras en haut pour pousser Mendy qui ajoute un peu de registre de l'anti-jeu à la situation. Ça, je peux comprendre que ce soit une donnée importante. Si tu considères qu'il y avait avant tout volonté de stopper l'action et pas véritablement de récupérer le ballon, ou en tout cas que stopper l'action à tout prix, c'était 80% de l'intervention de Remo Freuler et seulement 20% l'idée de potentiellement récupérer le ballon, là c'est vrai que du coup c'est plus du registre de l'anti-jeu caractérisé et je peux carrément plus comprendre le carton rouge. C'est juste que personnellement j'estime qu'il y avait volonté d'aller chercher le ballon. Il y a ce contact en haut du corps, il me semble un petit peu moins important que celui d'en bas, mais voilà, ça montre à quel point ça se joue sur l'interprétation. D'ailleurs, pour avoir rechecké les règles, je sais qu'elles sont régulièrement revenues dans le débat, soyons clairs, les règles n'indiquent pas du tout une situation ou l'autre annihilation d'une action de but, c'est totalement laissé à l'interprétation de l'arbitre, comme beaucoup des règles dans ce fameux sport. Donc voilà, on ne peut pas dire que les règles disent absolument qu'il y a rouge ou les règles disent absolument qu'il y a jaune, c'est vraiment laissé à l'interprétation de l'arbitre. Il faut considérer plusieurs choses, la position du joueur une fois qu'il a éliminé, sa distance par rapport au but, excentré, situation dangereuse, ça peut sous-entendre le fait qu'il y a un autre partenaire, est-ce qu'il est en position de dernier défenseur, ça c'est un petit peu plus objectif, mais voilà, beaucoup de caractéristiques et de caractères de décision, de critères de décision qui reposent sur la subjectivité de l'arbitre, tout ça pour dire que les règles ne sont pas absolues, je pense que c'est assez clair. Mais du coup, pour revenir sur les critères d'interprétation, personnellement du coup, sur mon interprétation, je pense qu'il y a quand même avant tout volonté de réussir un tacle propre, ça plus la position de Jim City, plus la dimension latérale du choc, à mes yeux, ça mérite un peu plus un jaune qu'un rouge, mais voilà, c'est sûr qu'après Mendy aurait eu une situation, c'est sûr qu'il était bien positionné. On peut regarder par exemple le fait qu'il pousse pas son ballon excessivement loin, et il a largement les cannes pour le rattraper, donc derrière, il y a un contre 1 contre le gardien, même s'il est un peu excentré. Donc voilà, je dis pas que la position du rouge ne s'entend pas, je pense qu'elle est défendable sur plusieurs points,
mais qu'une bonne partie de l'incompréhension vient du fait que voilà, cette situation, c'est pas la première fois qu'on en voit une de ce type, et alors j'ai pas la stat absolue à vous proposer, et c'est quand même plutôt du registre de l'interprétation ou la convocation de mes souvenirs, mais je dirais que la plupart du temps, c'est quand même pas rouge. Quand on voit des situations similaires, c'est rouge peut-être 15-20% du temps, pas plus. Du coup, ça forcément, c'était un petit peu surprenant, lié au fait aussi qu'on était en tout début de rencontre, même si ça n'a pas véritablement vocation à entrer en compte dans le calcul de l'arbitre. Voilà, en gros, ça c'est ma position sur ce carton rouge. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense qu'on peut mobiliser encore plus d'arguments, mais je pense que c'était aussi important de revenir véritablement sur les images plutôt que rester sur son souvenir un petit peu confus, diffus, lié aussi au contexte, le tout début de la rencontre. Voilà ce que j'en pense en gros. Alors, ça a eu aussi des répercussions tangibles, c'est peut-être ça le plus important. Ça a eu des grosses répercussions visibles notamment sur la ligne de stats, 19 tirs à 2, 69% de possession pour le Real Madrid qui grimpe d'ailleurs jusqu'à 73 en seconde mi-temps, de la 45 à la 90e, 73, et sur cette période, 11 tirs à 0. On a retrouvé une Atalanta, ou on a trouvé une Atalanta assez épuisée, je dirais à la fois par le contexte, il y a à la fois la donnée d'évoluer à 10 contre 11 sur 75 minutes, mais pas que, peut-être aussi lié à la justesse technique du Real Madrid. Alors ça s'est manifesté par des phases de possession certes stériles, mais quand même assez justes, notamment dans la résistance à la pression, notamment bien illustré par un Isco qui décrochait beaucoup et qui était assez présent dans la zone de préparation, qui était un point d'appui finalement, pas sur de longs ballons aériens, mais on va dire plus pour servir de relais intérieur. Le problème, entre guillemets, la conséquence logique, mais le problème, c'est qu'il a été trouvé dans des zones peu productives. Ça, c'est sa touch map, ça, c'est toutes ses touches de balle, et c'est la preuve de son influence dans la zone de préparation, comme on l'a dit. Mais ça souligne également le fait qu'il y avait un trou en forme de Karim Benzema, peut-être qu'on peut dire ça, un trou en forme de Benzema au poste d'avant-centre. Donc voilà en gros pour la physionomie, et la physionomie qui a immédiatement découlé de cette expulsion, qui est forcément le tournant majeur du match, qui méritait bien cette première partie. Maintenant, l'autre tournant de la rencontre, il est bien sûr d'ailleurs dans un scénario, on va dire, relativement similaire à celui d'avant-hier soir, Atlético-Chelsea, un but au milieu de la nuit, un but vraiment assez extraordinaire. Ce but, pied droit de Ferland Mendy, cet enroulé consécutif à un corner, à la fois pas surpris de ce but. Ferland Mendy, pied droit, tous ceux qui le connaissent bien savent que c'est pas loin d'être son meilleur pied, j'exagère à peine, mais voilà, il est très bon pied droit, ça lui a souvent bénéficié sur ce poste de latéral gauche, notamment pour combiner à l'intérieur du jeu, pour être un petit peu plus résistant à la pression, comme par exemple Ashley Young du côté de l'Inter, sur ses mouvements de relance initiés par Conte. Bref, ça on en avait parlé un petit peu, mais tout simplement pour dire que le pied droit de Ferland Mendy, c'est pas une surprise, il est bon. Certes, c'est assez surprenant de le voir dégainer à 25 mètres, là c'est plus que la qualité technique, il y a aussi la confiance. En tout cas, ça fait 1-0, c'est un très beau but, et le Real Madrid s'en sort bien, on peut le dire, pas parce qu'il a été dominé, pas du tout, les stats le prouvent, mais simplement parce que c'est un résultat très positif, qui fait beaucoup de bien à ramener au match retour. Alors du coup, voilà pour le match qu'on a eu. Maintenant, tout ça, ça interroge quand même le fait de voir une Atalanta réduite à 10 au bout d'un quart d'heure. Ça interroge nécessairement sur le match qu'on aurait pu avoir dans une réalité alternative. Qu'est-ce qu'aurait donné cette rencontre à 11 contre 11 ? Et ma conjecture ici, même si on rentre dans le registre de l'ultra théorique, bien sûr, c'est une pure conjecture, mais c'est qu'on aurait peut-être eu une rencontre pas si radicalement différente de celle qu'on a eue hier soir. Alors je m'explique, sur le premier quart d'heure, en étant à 11 contre 11, j'ai trouvé un Real Madrid qui était déjà en forte domination technique et physique, qui avait déjà un niveau d'intensité et d'intensité physique supérieur, qui combinait avec beaucoup de justesse, qui résistait bien au pressing de l'Atalanta et qui s'était arrogé 65% de la possession, voire un peu plus. On l'a vu sur certaines séquences, comme ici, Modric, cet extérieur qui permet de faire progresser le ballon en battant le pressing. Isco, très disponible et précis aussi, comme on l'a évoqué, en parlant de justesse et de résistance physique. Bon, cette action est assez éloquente, le contrôle en porte-manteau et la bagarre derrière. On avait certes une prise en individuel dans la moitié du terrain du Real avec, comme évoqué dans la preview d'avant-match, le triangle axial ciblé, et avec aussi des pistons qui montaient très haut sur le latéral adverse, comme ici Joachim Meileux sur Mendy. Mais Mendy est aussi, grâce à sa conduite et à sa vélocité, une option pour battre un pressing qui n'a pas été couronné de succès. Donc sur la maîtrise, sur la domination, ce premier quart d'heure était déjà à l'avantage du Real Madrid, et je pense qu'un point qui n'a pas été évoqué,
et qui a été un petit peu oublié dans le débat sur le tournant de la rencontre, le tournant majeur, le carton rouge. C'est quand même la séquence qui y conduit, qui est de très très haute volée. Une sortie sous pression parfaite, qui est un bel exemple de la supériorité technique du Real, du triangle Kroos, Modric, Casemiro, qui finalement a été très peu gêné avec le ballon. L'apport d'Isco à la construction, la pertinence de Mendy, c'est vraiment une super séquence et elle est hautement significative, pas seulement au regard de ses conséquences. Voilà, évidemment, c'est assez périlleux de se baser sur une séquence de 15 minutes pour dessiner une tendance sur l'ensemble de cette rencontre fictive. Mais tout ça pour dire que à 11 contre 11, cet Atalanta qui laissait 65% du ballon au Real Madrid ne me semblait pas très entreprenant. Il est possible aussi qu'un 0-0 faisait partie des options considérées par Gasperini. Alors, j'ai quand même un peu de mal à concilier cette idée avec tout ce qu'on sait de l'Atalanta, avec la philosophie générale de l'Atalanta. Mais au regard de cette production sur le premier quart d'heure, assez attentiste, faible en intensité, peu de qualité technique avec ballon, il est possible qu'un 0-0 aurait bien convenu à une équipe qui, on le sait, peut beaucoup marquer à l'extérieur, une équipe qui est assez confiante quand même fondamentalement en ses armes offensives, à domicile, ne pas encaisser de but, pourquoi pas, ça aurait pu se considérer. Tout ça je le dis, et toute cette réalité alternative que je dresse, c'est pas pour dédouaner le Real Madrid qui dans son animation offensive a été quand même assez décevant, a été dans le dernier tiers très pauvre, malgré une forte domination territoriale, malgré 19 tirs à 2, etc. À la conclusion, au moment de trouver les décalages qui tuent, c'était pauvre, on est d'accord. Mais je le dis aussi parce que je pense que c'est intéressant de faire de ce tournant un tournant peut-être relatif, ou en tout cas de considérer ce qu'il aurait pu advenir. Je pense que c'est un bon réflexe dans l'analyse footballistique de manière générale. Et voilà, sur ce premier quart d'heure, on avait quand même des signes que cet Atalanta n'était pas dans un énorme soir. Alors du coup, la suite, on a commencé à l'évoquer un petit peu en préambule, mais c'est évidemment que rien n'est fini. L'Atalanta peut largement marquer 2 ou 3 buts, ou plus encore, à l'extérieur. D'ailleurs, l'Atalanta à l'extérieur est à domicile. Cette saison en Serie A, ils ont marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile. En Ligue des Champions, sur la phase de groupe, 3 matchs à l'extérieur, 3 victoires, dont une à Anfield, 9 points à l'extérieur, 2 seulement à domicile. Alors que de l'autre côté, le Real Madrid a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile, qu'à la maison cette saison en Liga, même s'ils ont joué plus de matchs aussi, donc c'est pas vraiment une top stat, mais en Ligue des Champions, c'est aussi cette défaite contre le Shakhtar en ouverture chez soi. Donc voilà, tous les scénarios sont envisageables. Ça m'empêche pas d'être un petit peu déçu de la production de l'Atalanta hier soir, de me dire qu'il va falloir beaucoup plus pour être inquiétant et avoir une chance de se qualifier. Je suis aussi un petit peu déçu du tournant que ça prend, peut-être un petit peu plus largement. Alors on va pas dresser trop de conclusions tout de suite, mais je sens quand même une certaine forme de désagrégation, d'une équipe qui se désagrège un petit peu. Le départ de Papu Gomez, la blessure de Duvan Zapata, l'entrée puis la sortie de Josip Lisic qui était pas titulaire, qui est sorti vraisemblablement pour inadéquation comportementale, ou en tout cas Gasperini n'était pas satisfait de sa débauche d'énergie, de son rendement. Donc voilà, il y a des signes et c'est un petit peu du registre symbolique aussi parce que c'est les 3 joueurs qu'on a sans doute le plus associés au succès de l'Atalanta la saison dernière, même si en réalité il y en avait d'autres et que c'était surtout un collectif. Mais voir ces faillites-là, voir aussi Gasperini qui en conférence de presse d'avant-match dit qu'il est à l'aube du match le plus important de sa carrière, je trouve que ça peut interroger. Alors déjà sur le fait de formuler cette déclaration, c'est peut-être pas la meilleure manière de désinhiber ton groupe, mais même aussi simplement le fait de dire le match le plus important de sa carrière et pas de notre carrière, quand on connaît ses tendances un peu égocentriques, ou en tout cas il valorise beaucoup sa propre opinion et sa propre performance. Voilà, je veux pas dresser de conclusions trop hâtives, comme j'ai dit, j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme de manière trop anticipée, mais si j'étais supporter de l'Atalanta, ça m'embêterait un petit peu de voir ces signes de l'extérieur qui traduisent pas la meilleure osmose, et puis voir les plus gros morceaux de cette équipe n'être pas présents au rendez-vous du match le plus important de l'histoire de ce club peut-être. Donc comme on l'a dit, pas de Papou, Duvan Zapata qui sort très tôt et Ilicic qui nous a fait tant rêver la saison dernière. C'est des petits motifs d'inquiétude, à minima de déception. Alors très rapidement les tops, Ferland Mendy déjà évidemment, le premier but ancien de sa carrière, et quel but, provoque le carton rouge, permet au Real Madrid d'évoluer en supériorité numérique pendant 75 minutes, et puis une bonne solution pour résister à la pression aussi, comme Luka Modric, que j'ai trouvé, il a touché plus de 100 ballons, souvent un bon relais pour faire progresser le jeu, a proposé aussi des appels dans la profondeur, au moins un que j'ai en tête, voilà, bon match de sa part, et puis après il y a pas mal de monde qui honnêtement peut se distinguer, Gosens qui a beaucoup donné, qui a été un des rares
rare à proposer des solutions sur le plan offensif, notamment en seconde période. Toloi ensuite à l'image d'une Atalanta, et ça on l'a pas évoqué, on aurait dû peut-être, mais d'une Atalanta qui a, malgré ses nombreuses lacunes, a quand même bien résisté pendant la plupart de la partie, a quand même montré un visage assez héroïque, solide, généreux sur les efforts défensifs. Il en a été une belle illustration. Et puis après, voilà, on aurait pu peut-être parler de Toni Kroos, peut-être Disco, assez présent dans la zone de préparation, à proposer des solutions intéressantes. Mais j'ai mis quand même Nacho pour son bon match. Des deux côtés du terrain, il y a cette incursion. Et puis très très solide derrière. A bien pris le relais, alors qu'on l'imaginait potentiellement faire partie des maillons faibles, notamment face à la pression de l'Atalanta dans sa zone. Niveau flop ensuite, Remo Freuler évidemment, le carton rouge, alors qu'il peut se discuter, mais c'est quand même le tournant immédiat de la rencontre. Et puis il aurait peut-être pu manier avec plus de précaution cette situation. Vinicius pour ses ratés dans la zone de finition, le Real Madrid aurait pu se mettre plus vite à l'abri, ou en tout cas plus vite dans une position de confort, notamment une grosse situation qui est déviée, il me semble, par Toloi justement. Voilà, c'est pas flagrant pour lui, c'est pas flagrant non plus pour Marco Asensio, on aurait pu mettre pas mal d'autres joueurs, mais simplement, comme un petit peu déçu de la production offensive du Real Madrid dans le dernier tiers, ces deux joueurs sont mécaniquement un petit peu dans l'œil du cyclone. Donc voilà les amis, voilà en gros pour l'analyse de cette rencontre, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Pour ne pas rater les prochaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et aussi, si ce maillot vous a plu, et on l'a vu dans toute sa splendeur, moi je l'adore, mais il a aussi de très beaux patchs. Voilà, ça le rend assez particulier. Si ce maillot vous a plu, que vous en cherchez des similaires, des maillots rétro ou originaux, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire et en description. Prenez soin de vous, très bonne rencontre d'Europa League ce soir que je regarderai, en tout cas celle du LOSC. Peut-être un débrief, ça dépendra peut-être de s'il y a eu exploit de Lille, je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, même si j'aime beaucoup l'Ajax aussi. Mais voilà, bon match à vous ce soir, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite quoi qu'il en soit pour une prochaine. À bientôt. Bisous.